Bonjour tout le monde, mon nom est Pénélope Roy. Cette vidéo est le produit de mon projet personnel que j'ai décidé de faire sur les troubles alimentaires. Mais je décide de le faire plus précisément sur les troubles alimentaires restrictifs, donc je vais vraiment me concentrer sur l'anorexie. J'ai choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis parce que tout ce que à l'école, par exemple, on a entendu sur les troubles alimentaires, surtout l'anorexie, c'est que les personnes anorexiques sont minces, mangent pas. Puis je me rappelle qu'en sciences, on a juste entendu parler de l'hypothermie puis des problèmes cardiaques qui venaient avec l'anorexie, alors que c'est tellement plus que ça. Et je trouve aussi que tout ce qu'on a appris sur les troubles alimentaires, c'est vraiment très en surface. Puis ce qu'on a appris, c'est pas ce que c'est vraiment. Ça peut faire du mal aux personnes qui ont l'anorexie parce que, j'en parlais plus tard, mais c'est pas toutes les personnes anorexiques qui sont super minces. C'est pas toutes les personnes anorexiques qui sont même en poids normal. Il y en a qui sont en haut du poids normal. Il n'y a juste pas de manière définitive de parler des personnes anorexiques. Et je pense que tout ce qu'on a appris, ça porte beaucoup sur les effets physiques. L'anorexie, avant tout, c'est une maladie mentale. C'est un trouble alimentaire qui vient de la tête. Ça ne dérange pas l'état physique qu'on est dans. On n'est pas obligé d'être sur un lit d'hôpital pour être anorexique. Je pense que c'est important de clarifier qu'est-ce que c'est cette maladie-là et c'est pourquoi que je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais commencer avec les critères qui définissent l'anorexie. Donc, selon le DSM-5, qui est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, il y a 3 critères spécifiques pour être diagnostiqué avec l'anorexie. Le problème, c'est la restriction de l'apport calorique relativement aux besoins de sa personne, résultant à un poids corporel très bas selon l'âge, le sexe et le développement de la personne. Le deuxième, c'est une peur intense de gagner du poids, des comportements persistants qui interfèrent avec la prise de poids malgré un poids corporel bas. Et, pour finir, perturbation de la perception du poids ou de la forme du corps ou manque persistant de reconnaissance de la gravité du poids corporel actuel. De ces 3 critères émergent 2 types d'anorexie, le type restrictif et le type hyperphagie purge. Le premier type consiste d'une perte de poids qui est achevée principalement par des jeûnes, par la restriction des calories et par l'entraînement intense. Donc le deuxième type va souffrir d'épisodes d'hyperphagie. Ce que ça veut dire, c'est que la personne va consommer des immenses quantités de nourriture dans un laps de temps vraiment court. Puis ensuite, la partie purge de l'hyperphagie purge, c'est que la personne va essayer de sortir la nourriture consommée ou les calories consommées par des moyens comme des vomissements forcés, de l'entraînement excessif, des laxatifs, des diurétiques. Donc ça va être plus ça. Je pense que c'est important de noter tout de suite, parce que les critères peuvent porter un peu à confusion selon moi, qu'on n'a pas besoin d'être en poids bas ou en poids dangereux pour être anorexique. Si la personne n'est pas en poids bas ou même qu'elle est en surpoids, ce qui va se faire, c'est qu'elle ne va pas être diagnostiquée comme anorexique, elle va être diagnostiquée avec de l'anorexie atypique. Dans le fond, c'est exactement la même chose, c'est pas moins grave, c'est pas plus grave, c'est exactement la même chose, c'est juste que la personne ne va pas avoir un poids bas. Dans le dernier DSM-4, être mince, c'était considéré comme l'un des critères, ainsi que la perte de ses règles pendant plus que 3 mois. Ces critères-là ont été enlevés parce que c'est pas le corps à tout le monde qui va réagir de la même manière. Puis l'anorexie est une maladie mentale et pas corporelle, donc c'était un peu discriminatoire, disons, d'avoir ces critères-là dans ce livre-là. Donc, plus le temps avance, plus la cause des troubles alimentaires s'empire. Donc, selon la clinique des troubles alimentaires pour enfants de Montréal, 1 à 2% des femmes de 13 à 40 ans souffrent d'anorexie et 2 à 4% souffrent de boulimie en ce moment même. De plus, selon la Dr Francisca Baltzer, qui travaille à l'hôpital de Montréal pour enfants, elle reporte que les patientes sont de plus en plus jeunes. Et malgré que ce soit un trouble qui se développe majoritairement après la puberté, donc pendant l'adolescence, elle reporte avoir des patientes prépubères. Selon elle, elle a même vu des petites filles de 8 ans qui se trouvaient grosses et qui avaient des troubles alimentaires. Donc selon ANEB Québec et ANAD.org, qui sont 2 organisations qui sont vraiment consacrées pour l'anorexie et la boulimie, au moins 9% de la population mondiale souffre de troubles alimentaires. Et malgré le fait que ce soit plus souvent des femmes, il y a environ 5 à 10% de ces personnes-là qui sont des hommes. De ces 9%, il y a seulement 6% des anorexiques qui sont en sous-poids médical ou en
poids corporel bas. Ce qui, selon moi, prouve vraiment que l'anorexie n'a rien à voir avec le poids corporel puis que c'est pas du tout une maladie corporelle, mais c'est plutôt un trouble psychologique qui affecte le mental des personnes qui souffrent de celle-ci. De plus, selon la personne, des études ont démontré que entre 28 et 70% des risques d'avoir un trouble alimentaire sont liés directement à la génétique de la personne. Donc, une personne qui a un membre de sa famille qui a un trouble alimentaire, que ce soit parents, grands-parents, frères, sœurs. Si quelqu'un a une personne avec un trouble alimentaire dans sa famille, cette personne-là est vraiment plus à risque d'en développer un elle-même. Maintenant, je vais vous énoncer quelques statistiques qui sont selon moi encore pires que celles que je viens de vous dire. Selon les statistiques, les troubles alimentaires sont les troubles psychologiques les plus meurtriers quand on parle de mort directement liée aux troubles. Et ils sont deuxièmes derrière juste l'addiction aux opioïdes. Les opioïdes étant des drogues dures comme l'héroïne, le fentanyl, des drogues vraiment graves. Une autre statistique qui est assez dérangeante, c'est que 26% des personnes qui ont un trouble alimentaire vont essayer une ou plusieurs fois de faire une tentative de suicide tout au long de leur vie. Ces morts-là combinées ensemble, ça fait plus que 10 200 morts par année. Et ça fait au moins une mort à toutes les 52 minutes, que ce soit d'un lien direct à l'anorexie, donc problème de cœur ou simplement le corps qui lâche parce qu'il n'y a plus rien pour fonctionner, ou un lien direct comme le suicide ou l'overdose à cause de l'usage lié à l'anorexie. Donc la radio Sud Radio, qui est basée dans le sud de la France, a interviewé la psychologue Marie-Estelle Dupont au sujet de l'état psychologique des jeunes durant la crise sanitaire du COVID-19. À la suite de la quarantaine, Dr Dupont explique que les hôpitaux psychiatriques ont vu une hausse de 600% en termes d'admission. Elle explique aussi qu'en tant que psychologue, elle peut pas vraiment envoyer des personnes directement en hôpital psychiatrique pour des troubles alimentaires, mais elle peut faire des références. Et elle explique que ces références-là et ces propositions d'aller se faire interner en hôpital psychiatrique, eux aussi ont augmenté de 600%. Finalement, elle mentionne que selon plusieurs études, sondages et statistiques, les idées suicidaires et les tentatives de suicide, les deux, durant la quarantaine, ont haussé de presque 300%, soit 299%. Il est donc pas un secret que la crise de COVID-19 a décuplé les cas de troubles alimentaires. Livrés à eux-mêmes et souvent seuls durant la quarantaine, les personnes déjà prédisposées aux troubles alimentaires ou déjà avec des troubles alimentaires ont juste vu leur cas s'aggraver. Qu'on le veuille ou non, il est beaucoup plus facile de restreindre sa nourriture ou simplement pas manger quand on est seul. Quand on est entouré de nos amis, de notre famille, des personnes à qui on tient et qui tiennent à nous, c'est difficile de se laisser mourir. Parce que quand on est en quarantaine, il n'y a personne pour nous dire de manger, il n'y a personne pour nous dire qu'on va pas bien, il n'y a personne pour nous dire que ce qu'on fait c'est dangereux dans le fond. En plus, tous les sports ont arrêté, puis les jeunes qui faisaient du sport, ils ont continué à manger comme quand ils faisaient du sport. À cause de ça, il y en a plusieurs qui ont pris du poids, puis c'est devenu un peu leur obsession de perdre du poids, puis ça c'est devenu un trouble alimentaire. Sinon, il y en a d'autres qui sont devenus tellement dépressifs et misérables sans le monde autour d'eux que tous leurs troubles psychologiques ont été aggravés. Et il est important de savoir que les troubles alimentaires viennent pas toujours d'une volonté de vouloir changer son corps ou de vouloir perdre du poids. Comme le dit journaliste et ex-anorexique Emma Wolf, j'étais à New York et j'étais heureuse avec un copain là-bas. Et notre relation s'est terminée. Il l'a terminée. Et c'est là que tout a commencé. J'ai presque arrêté de manger. Ça n'avait rien à voir avec vouloir avoir l'air d'une certaine manière. C'était pour me punir. C'était parce que je n'étais pas assez bien. J'ai arrêté d'être assez bien pour lui. Alors j'ai arrêté d'être assez bien pour moi-même, je pense. Selon Dr Balzac, que j'ai référencé plus tôt, l'hypersexualisation et le culte de la minceur de notre société est partiellement à blâmer pour le cas des troubles alimentaires en ce moment. Bien sûr que les jeunes filles veulent être plus minces, si même le site web du magazine Cool pour jeunes filles avait dans sa section de liens utiles des sites comme Belly Mince, 1, 2, 3 Maigrir et La Clinique Montignac, ce dernier étant l'auteur du livre Manger maigre. Tout à fait approprié, considérant que ce magazine recrute des lectrices d'environ 9 à 12 ans. Comme mentionné plus tôt, les troubles alimentaires ont une certaine composante génétique, ce qui signifie que si un ou les deux des parents d'un enfant ont des troubles alimentaires, l'enfant est plus prédisposé à en développer un à son tour. Quand un enfant force sur son enfant des diètes ou passe des commentaires sur la nourriture qui viennent du trouble alimentaire du parent, ceci peut renforcer les idées négatives liées à la nourriture et à répétition, l'enfant peut prendre cette information-là et l'internaliser et ça peut lui envoyer le message que la nourriture, c'est pas de l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre, mais c'est des calories, c'est quelque chose qui rend gros, c'est
quelque chose qu'il faut pas prendre. Ça, c'est un peu spécial, mais les qualités d'une personne peuvent aussi affecter si elle est prédisposée à avoir un trouble alimentaire ou pas. Selon l'hôpital de Montréal, les personnes qui sont ambitieuses, persévérantes et presque obsessives quant à leur travail sont plus à risque. On observe aussi que les personnes qui ont des troubles alimentaires ont souvent vécu une expérience traumatisante. Le terme est général, mais on parle ici plus souvent de rupture amoureuse grave, d'abus, que ce soit sexuel, psychologique, verbal, ou de situations familiales trop dures. On observe aussi que certains endroits sont plus favorables pour que les personnes développent des troubles alimentaires. Par exemple, les écoles pour filles sont un de ceux-là. Mais aussi les milieux où le corps est beaucoup engagé, comme les milieux sportifs, comme la gymnastique, la natation, la danse, surtout le ballet, ou les activités comme le cinéma, le théâtre ou la mode, des endroits où le corps et l'apparence sont assez prônés. Certains troubles psychologiques peuvent aussi eux-mêmes apporter des troubles alimentaires. Je ne vais pas en parler extensivement aujourd'hui, mais on peut prendre comme exemple le trouble de dysmorphie corporelle. Ce trouble est un trouble de perception du corps qui rend la personne obsédée avec sa propre apparence. Cette personne peut penser constamment qu'elle a besoin d'amélioration, ce qui peut la porter à se trouver grosse, à vouloir perdre du poids ou même à considérer des chirurgies esthétiques dont elle n'a vraiment pas besoin. Je vais un peu parler des aspects des troubles alimentaires ainsi que les comportements récurrents que les personnes anorexiques ont. En tant que parent ou que proche, il y a plusieurs signes à surveiller qui peuvent vous montrer qu'une personne souffre de troubles alimentaires. Pour commencer, il y a bien sûr les changements des habitudes alimentaires de la personne. Bien sûr, c'est pas un signe définitif d'un trouble alimentaire, mais si la personne commence à refuser ses plats préférés, à décider de ne plus vraiment manger de dessert, à toujours opter pour l'option la plus santé sans arrêt ou à couper ses portions, c'est peut-être un signe que quelque chose ne va pas nécessairement bien. Il y a aussi le fait que les personnes anorexiques sont des assez bons menteurs. Je sais que ça peut sonner un peu dérogatoire, mais je dis pas ça d'une mauvaise manière. C'est juste que, bien sûr, il y a personne qui veut que quelqu'un se prive de manger jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, pour cacher ça, les personnes anorexiques vont souvent créer des mensonges comme j'ai déjà mangé, j'ai pas faim, j'ai mangé un gros déjeuner, j'ai pas envie de dîner. Il faut juste garder en tête qu'il y a une possibilité que ce soit pas vrai et que la personne n'a pas vraiment mangé ou qu'elle a faim, mais elle va se forcer à pas manger. Donc ça peut être un signe que la personne est peut-être en train de se restreindre d'une manière dangereuse. Un autre signe assez commun, c'est qu'une personne anorexique va vraiment essayer de s'isoler puis de pas se mettre dans des situations sociales du tout. Si les anorexiques ne mangent pas beaucoup, c'est qu'elles sont vraiment obsédées avec la nourriture qu'ils mangent vraiment. Elles doivent savoir exactement les calories de cette nourriture, le sucre, elles doivent tout savoir ce qu'il y a dedans. Non seulement ça, c'est assez important aussi pour certaines anorexiques de savoir quand elles vont manger et même comment elles vont manger. Et tout ça devient assez difficile à faire quand on est en public ou quand on mange de la nourriture d'un restaurant, par exemple, parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dedans au complet. Donc c'est beaucoup plus facile de garder son trouble quand on s'isole, puis c'est ce que beaucoup d'anorexiques vont faire. Quand je parlais plutôt que les anorexiques avaient une façon comment manger, je tiens à apporter un peu de précision à ça parce que ça peut sonner assez vague. Donc, pour donner un exemple, avant, pour moi, j'étais juste pas capable de manger une pomme si c'était pas coupé en quartier ou en cube. Beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires vont être incapables de manger avec leurs doigts, vont être incapables de toucher la nourriture eux-mêmes. Vraiment, ça va être assez commun pour eux de manger tout avec une fourchette, un couteau, une cuillère, même des trucs que normalement on mangerait pas avec un couteau et une cuillère, comme des pommes, des fruits comme des raisins qui sont pas d'habitude normales à manger avec des ustensiles. Plusieurs vont avoir besoin de découper leur nourriture en morceaux, ça vient un peu avec ce qu'on a dit avant. Donc pour eux, manger un muffin, ça va être en découpant, même des bords tendres, ça va être en les coupant en morceaux puis en mangeant ces morceaux-là. Et malgré ma recherche, j'ai pas vraiment trouvé d'informations qui expliquaient pourquoi c'était vraiment important pour certaines personnes anorexiques d'adopter ces habitudes, mais je pense que c'est important de savoir que l'anorexie, c'est une maladie, selon moi, qui est assez irrationnelle. C'est pas rationnel d'arrêter complètement de manger ou de beaucoup restreindre ses calories juste pour changer la façon à quoi on ressemble. Puis les habitudes qui viennent avec comment on mange la nourriture sont assez irrationnelles aussi. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres signes qui peuvent se manifester quant à l'anorexie, comme de l'exercice excessif, des troubles de sommeil, un changement de vêtements pour des vêtements qui sont souvent moins serrés au corps et qui sont plus baggy, si on peut dire, et
qui camoufle mieux le corps en général. Mais si vous voulez plus d'informations sur ce sujet spécifiquement, je vous conseille la vidéo Anorexie, comment reconnaître les premiers signes de la chaîne La Maison des Maternelles sur YouTube pour avoir plus d'informations spécifiques sur ceux-ci. Donc, vraiment la raison la plus importante et la plus évidente pourquoi c'est dur pour une personne anorexique d'entrer en rémission, c'est que ça vient directement entrer en conflit avec un des plus gros symptômes de l'anorexie, la perte de prendre du poids. C'est infaillible qu'en rentrant en rémission, la personne va prendre du poids, ou si elle va pas prendre du poids, elle va arrêter de perdre du poids et elle va rester au même poids. Puis ça, c'est sûrement le pire cauchemar d'une personne anorexique. En plus de ça, il y a le fait que la majorité des anorexiques et des personnes avec des troubles alimentaires en général se convainquent qu'elles sont pas assez malades pour avoir besoin d'aide ou qu'elles méritent pas l'aide ou que d'autres personnes sont plus malades qu'elles, donc c'est eux qui devraient avoir la priorité. Donc à cause de ça, elles vont pas aller chercher de l'aide et elles vont pas se donner les ressources pour avoir de l'aide. Par exemple, il y en a beaucoup qui se disent qu'avant de rentrer en rémission, il faut qu'ils touchent au moins à leur goal weight ou à leur poids final qu'ils veulent vraiment atteindre. Parce qu'ils se disent que s'ils atteignent ce poids-là, c'est qu'ils vont être assez malades. Puis souvent, le poids final que la personne veut être, c'est un poids maladif. C'est un poids où la personne est émaciée. C'est souvent même pas achevable, c'est pas croyable d'être à ce poids-là. Puis, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'auront même pas besoin d'aide quand ils vont arriver à ce poids-là parce qu'ils pensent que d'une manière magique, ils vont arrêter de se trouver grosses parce qu'elles vont finalement être minces et qu'elles vont pas avoir besoin de restreindre la nourriture ou de s'entraîner. Mais c'est totalement faux. L'anorexie va toujours trouver une façon pour que la personne aise son corps ou une certaine partie de son corps et d'essayer de trouver une manière pour qu'elle veuille toujours perdre plus de poids ou qu'elle veut juste pas recommencer à manger. Que la personne soit obèse, d'un poids normal ou extrêmement maigre, l'anorexie c'est l'anorexie. Et ça devient pas pire ou moins pire selon le poids où la personne est ou selon le poids qu'elle a perdu. Même que pour plusieurs, les commentaires qui disent à la personne comment elle a perdu du poids et à quel point elle est rendue maigre, ça les encourage. Parce que ça fait juste leur dire que ce qu'elles font, ça marche et qu'elles devraient continuer. Parce que parfois, ces commentaires-là sont positifs, donc ça donne pas envie d'arrêter. Le dernier point auquel je vais toucher dans ce petit chapitre de la vidéo, c'est pas nécessairement relié spécifiquement aux troubles alimentaires. Je pense que c'est pas mal relié à tous les troubles psychologiques qui existent. Et surtout à toutes les maladies mentales qui ont tendance à être long terme, pas juste quelques jours ou quelques mois même. Plusieurs personnes sont assez réticentes d'aller trouver de l'aide parce qu'il y a un certain confort dans la maladie. Par exemple, restreindre la nourriture est confortable parce qu'on a le contrôle sur ce qu'on mange. On sait qu'on prend pas de poids, on sait même qu'on perd du poids. On a le contrôle sur qui on est, on a le contrôle sur ce qu'on fait. J'ai regardé la vidéo d'un créateur de contenu que j'aime beaucoup, son nom c'est Dorian, ou Dorian en anglais. Et Dorian était anorexique pendant plusieurs années. Et il a fait une vidéo sur pourquoi les anorexiques guéris ont encore de la nostalgie sur être anorexique. Parce que ça arrive souvent que les anorexiques en rémission ont de la nostalgie à quand ils étaient plus minces, quand ils étaient dans la maladie, quand ils étaient misérables dans le fond. Et dans cette vidéo-là, il touche à ce sujet et je vais juste vous dire certaines choses qu'il a dit que je crois qui sont vraiment intéressantes quand on parle de ça. Like with addictions, across the whole thing, I think at its heart it's a feeling of comfort. And it's weird because you think there's not a lot of comfort to be found for an anorexic who's cold all the time, in pain all the time, drained, headachy. Where's the comfort in that life? But there is. There is a comfort. Comfort at a low weight is like constant. That's one of the addictive things about it. I was a self-harmer before, and I almost never self-harm at my lowest weight because that comfort of harming yourself was somehow always there. Apart from that, there are also the numbers, the routines, the obsession on food, and all of this, it simplifies your life. All you cared about was the numbers on the scale. There was like this wall of numbers to build yourself off behind of. Any stressful situation, all you do is just start counting calories and hide yourself behind that wall. Malgré la pensée générale, les troubles alimentaires affectent pas seulement la santé et la psychologie de la personne, mais affectent quasiment toutes les sphères
de la vie de la personne. Premièrement, comme on en a parlé un peu plus tôt, les troubles alimentaires, l'anorexie va beaucoup affecter la vie sociale de la personne qui souffre d'anorexie. Comme mentionné dans le chapitre qui parle des comportements récurrents des personnes anorexiques, les personnes anorexiques vont avoir tendance à s'isoler et à pas garder contact avec leurs amis. Il est difficile de se détruire en public et c'est plus facile de le faire en privé, alors ces personnes vont simplement rester seules pour pouvoir garder leur maladie. Ça cause évidemment des froids entre nos amis et ça affecte beaucoup la vie sociale de la personne. Par contre, c'est pas la seule manière dont l'anorexie affecte la vie sociale d'une personne. L'anorexie a tendance à complètement changer une personne et à la consommer. Elle force les personnes à devenir des menteurs, à dire qu'on a déjà mangé quand on l'a pas fait, à dire qu'on n'a pas faim quand on meurt de faim, que tout va bien alors qu'on souffre. Par exemple, je vais donner un exemple sur comment ça affecte la vie sociale des personnes. Par exemple, quand tes parents voient que t'as rien mangé de la journée, puis que t'insistes que t'as pas faim, tu veux pas manger, ça peut causer des froids dans des familles parce que les parents savent pas comment réagir. Puis la première réaction quand on sait pas comment réagir à quelque chose, c'est souvent la colère. Donc les parents vont se fâcher un peu, ça va fâcher l'enfant, les deux vont se fâcher, ça va juste causer des froids dans les familles. En plus de changer une personne en la faisant mentir, l'anorexie et la dépression qui vient souvent avec ont tendance à prendre les personnes les plus heureuses, les plus pétillantes, les plus allumées, les plus joyeuses, puis à les rendre dépressifs et misérables et à leur enlever tout ce qu'il y avait d'heureux d'entre eux. Les personnes-là sont consommées par les nombres, puis veut pas, tout le monde est drainé d'énergie quand on mange pas assez, puis il devient difficile de même profiter des petits moments, ou même de vivre de la joie. Plus personne veut passer du temps avec toi, plus personne veut vraiment être ami avec toi, quand la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est rien faire. En plus, l'anorexie affecte le travail, l'école, ou l'un des deux selon l'âge. Comme mentionné plus tôt, à un stade de santé mentale déplorable, il devient impossible de se concentrer sur le travail à remettre ou sur les devoirs à faire ou même d'écouter en classe. Sans mentionner que physiquement, ça devient même difficile de se lever de son lit ce matin. Donc vraiment, aller à l'école, c'est une corée. Il devient impossible de tout faire le travail qu'il y a à faire quand tout notre temps est passé à avoir froid, à se sentir comme si on allait s'évanouir, à trembler trop pour écrire ou à sentir son cœur battre étrangement. Il est impossible de faire son travail quand c'est tout ce qu'on pense. En plus, les sports, ça devient plus une activité qui était le fun à faire, puis quelque chose qui nous permettait de nous sortir de la vie plate. Ça devient plus quelque chose pour se changer les idées. Ça devient une manière de brûler des calories. Ça devient une manière de se punir pour ce qu'on a mangé. Bref, vraiment tous les aspects de la vie sont consommés par l'anorexie. Et même les choses les plus simples deviennent vraiment une corée à faire. Avant d'entrer dans cette partie de la vidéo, j'aimerais préciser qu'il est vraiment impossible de forcer une anorexique à rentrer en rémission. Si la personne n'a simplement pas la volonté de se rétablir, elle ne le fera pas, puis on a beau l'interner, la personne va trouver une manière de continuer à restreindre ou à encore perdre du poids, ou simplement va prendre du poids pendant qu'elle est internée, puis quand elle va sortir, elle va juste retourner directement à ses autres habitudes. C'est pourquoi il est mieux d'essayer de trouver l'aide d'un professionnel, même si c'est assez difficile, parce que les professionnels savent comment aider les personnes réellement, comme des psychologues ou des thérapeutes. Les trucs que je vais vous dire sont pas vraiment comment forcer une anorexique à rentrer en rémission, mais plutôt des manières comment l'aider ou simplement pas l'empirer. Donc, puisque les troubles alimentaires tournent vraiment autour de l'alimentation, il est mieux de condamner tous les commentaires qui ont à voir avec l'alimentation. Les commentaires comme c'est pas santé ce que tu manges, ou ça a beaucoup de calories, ou ça a beaucoup de gras, ça a de l'huile. Tout ça, ça peut renvoyer une personne directement dans l'obsession à propos de la nourriture. Il est vraiment important de savoir que pour une personne anorexique en rémission, une part de gâteau ou une grosse salade, les deux sont santé pour cette personne-là. Il n'y a pas de choix plus santé qu'une autre parce que pour ces personnes-là, l'important, c'est qu'elle mange quelque chose. L'important, c'est le choix qu'elle va manger. L'important, c'est qu'elle se mette quelque chose dans le corps. Dans ces cas-là, la santé de l'aliment vient pas vraiment de la valeur nutritive, du taux de gras ou même des calories.
Ça va venir avec la mentalité avec laquelle la personne la mange. Et vu que les troubles sont souvent directement liés à l'apparence physique de la personne, il est mieux de faire exactement la même chose avec ces commentaires-là puis de les mettre dans la poubelle. Même si c'est bienveillant, ça peut vraiment avoir des aspects négatifs. Par exemple, si la personne est en rémission et tu vois qu'elle a pris du poids, ça peut vraiment faire mal de juste lui dire « Oh, t'as de l'air santé! Wow! T'as pris du poids, t'as de l'air santé! » Parce que la dure vérité, c'est que l'anorexie, des fois, le but final, vraiment, c'est pas d'être mince et belle pour certaines personnes. Parce que avoir été sur des blogs anorexiques ou des forums anorexiques et avoir vu des posts des personnes vraiment malades d'anorexie, le but, des fois, pour ces personnes-là, c'est d'avoir l'air malade. C'est d'avoir l'air émacié, c'est d'avoir l'air d'avoir des bleus partout, c'est d'avoir l'air morte, presque. Pour ces personnes-là, être santé, ça signifie avoir l'air gros. Donc, vraiment, leur dire qu'ils ont l'air santé ou juste leur dire qu'ils ont pris du poids, c'est comme un couteau. C'est comme on remet le couteau dans la plaie. C'est la chose la plus terrible à dire, vraiment. Et une autre chose à faire est éviter de forcer la personne à prendre de la nourriture. Ça sonne vraiment contradictoire, mais forcer une personne anorexique à prendre la nourriture, ça résout à 0% de problème. Puis, en plus, les forcer à prendre la nourriture, ça va juste renforcer les idées négatives qui sont liées à la nourriture. Il est mieux d'essayer de rendre les repas plus heureux dans ces situations-là. Par exemple, de les cuisiner avec eux, les faire essayer des nouvelles choses si elles sont rendues à ce stage-là. Je sais que c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait au début de la rémission parce que il y a des nourritures safe foods, des nourritures sécuritaires qu'on est plus à l'aise de manger, mais c'est juste mieux d'essayer de renforcer les idées positives qui viennent avec la nourriture. Puis forcer une cuillère dans la gorge à quelqu'un, c'est pas très positif. Donc c'est mieux de rendre la salle à manger et les repas en général un endroit chaleureux, sécuritaire où la personne se sent à l'aise. L'anorexie, c'est vraiment un trouble mental terrible, puis c'est vraiment difficile de s'en sortir, mais c'est possible. Il faut juste s'y prendre lentement puis écouter ce qu'on a besoin. Je veux dire, il est impossible pour une personne anorexique de passer d'un nombre dérisoire de calories à officiellement 2500 calories. C'est impossible. Il est mieux de juste féliciter les petits pas. Comme si la personne passe de 600 calories à 1000 calories, c'est un énorme pas pour cette personne-là. Puis juste ça, faut en être fier. Puis, c'est aussi important de noter que c'est pas parce qu'une personne mange plus qu'elle est nécessairement remise. Parce que, comme je dis, la nourriture, c'est un trouble psychologique. La personne peut quand même manger normalement, manger tout, puis peut encore avoir la petite voix qui va lui dire qu'elle devrait pas manger ça ou qui va lui faire sentir du regret après l'avoir mangé. Puis c'est pour ça que, comme dans les addictions, les personnes qui sont en rémission d'anorexie vont souvent avoir des rechutes. Ils vont retomber dans l'anorexie. C'est pour ça qu'une rémission complète peut parfois prendre des années. En général, la meilleure chose qui est vraiment à faire, c'est d'éviter de faire de vous une psychologue ou un thérapeute, parce que vous l'êtes simplement pas. Je sais que vous avez des bonnes intentions en faisant ça, mais vous savez pas comment dealer avec une anorexique. Même si vous êtes anorexique vous-même, vous savez pas comment aider complètement la personne. Puis, même sans faire exprès, juste une mauvaise phrase, un mauvais commentaire peut renvoyer la personne totalement en rechute. Donc, c'est mieux vraiment de parler à quelqu'un qui sait vraiment comment s'y prendre, puis quelqu'un qui va vraiment pouvoir aider la personne en question.